On enregistre un épisode très spécial de Canal Sagan aujourd'hui, le Canal Sagan de l'anniversaire des 10 ans de la médiathèque Françoise Sagan. Et avant de commencer cet épisode, toujours en 3 parties comme d'habitude, on reçoit Patrick qui est un petit peu le chef d'orchestre de ce Canal Sagan. Salut Patrick. Salut Julien, salut Jérémy. Salut Patrick. Comment vas-tu ? Bah bien, et vous ? Eh ben ça va super. Alors tu peux nous décrire un petit peu où est-ce qu'on est là pour enregistrer cet épisode très spécial ? Alors on est dans la cour de la médiathèque, un très bel endroit qu'on investit pour l'occasion, pour cet anniversaire. Habituellement on est à l'intérieur, mais là justement on est un peu sorti. Et donc l'idée c'était de faire un épisode un peu spécial pour cet anniversaire. Pour marquer le coup. Voilà, tout à fait. Alors toi, ça fait combien de temps que tu travailles à la médiathèque Françoise Sagan ? Moi je suis arrivé, ça va faire 4 ans. Je suis arrivé à l'été 2021, voilà. En section musique. En section musique. Voilà, et en plus d'être en section musique, j'avais dans ma fiche de poste l'idée de m'occuper avec d'autres du podcast qu'on réalise ici à la médiathèque, qui avait été un peu arrêté durant la pandémie et qu'on a repris ensuite. Et c'est un peu aussi ce qui nous a fait vous rencontrer, du coup. Ça s'appelle le podcast Panthère Cosmique, c'est ça ? C'est ça, Panthère Cosmique. Et là, pareil, on a fait un épisode d'ailleurs spécial 10 ans qui est écoutable sur YouTube, mais aussi sur 2 points d'écoute dans la bibliothèque. Il y a une borne au rez-de-chaussée et notamment et aussi au 4e étage. On peut l'écouter à 2 endroits. Donc allez écouter Panthère Cosmique, venez à la médiathèque, c'est écoutable à n'importe quel moment. Et donc toi Patrick, je crois que tu es la première personne que nous avons rencontrée, nous, l'équipe Radio Paradis, à la médiathèque. D'où vient cette envie de créer un lien avec une radio de quartier ? Je crois que c'est un peu vous qu'on doit remercier, qui est venu nous chercher, hein, il me semble, avec Karine, qui n'est plus là aujourd'hui, mais qui était aussi dans ce groupe podcast. Et on a été agréablement surpris qu'en plus vous vouliez dans ce podcast qu'on parle de nous. Parce qu'on s'est dit qu'ils veulent faire des choses avec nous, mais quoi ? Et en fait c'était parler de nous, donc on était ravis. Voilà, nous l'idée de Canal Sagan, c'est de comprendre un peu les rouages de la médiathèque, qui sont les personnes qui façonnent ce lieu. Et donc c'est comme ça un petit peu qu'on a commencé cet épisode qui est diffusé conjointement. Tout à fait. Comme Panthère Cosmique, car il est disponible aussi sur les bornes, c'est ça la médiathèque Canal Sagan ? Pas encore, non. Pas encore. Pour l'instant, on a mis l'épisode Panthère Cosmique, mais après, effectivement, on peut envisager de mettre cet épisode de Canal Sagan. Oui. Et alors aujourd'hui, on va parler de trois grandes parties de la médiathèque. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu le programme du podcast du jour ? Alors oui, l'idée c'était habituellement on a trois parties où on faisait un focus justement sur un événement qui a lieu à la bibliothèque, la rentrée littéraire ou des choses comme ça. Ensuite il y avait une deuxième partie justement sur une section, puisque la médiathèque fonctionne en section jeunesse, adulte, musique, ciné, etc. Et une troisième partie qui était un point musique. Donc là, on a repris un peu le même principe avec une première partie qui sera sur l'action culturelle, puisqu'on ne l'avait pas fait. Mais comme c'est les 10 ans, ça serait parler de l'action culturelle du début jusqu'à aujourd'hui. Ensuite, une deuxième partie musique, un petit point musique avec les collègues de la section. On parlera un peu, vous nous questionnerez et on vous répondra. Et une troisième partie, justement, plus sur l'historique de l'ouverture de la bibliothèque, les débuts, les gens qui ont fait la préfiguration, qui ont vraiment tout installé avant l'ouverture, qui ont fait l'ouverture, ou ceux qui sont venus un petit peu après et qui répondront aussi à vos questions. Voilà. Eh ben c'est super, magnifique programme. Juste avant de passer à l'action culturelle, est-ce que toi tu as le souvenir de la première fois que tu es venu ici dans ce lieu ? La première fois c'était avant, ouais, très bien, c'était avant d'y travailler. J'étais venu pour une conférence, une conférence de Jean Echnoz dans l'auditorium avec un quatuor, je crois. Il y avait 4 violons, je crois. Et j'avais trouvé l'endroit super. On m'en parlait depuis longtemps. Je travaillais déjà en bibliothèque, mais j'étais jamais venu. Donc ma toute première fois, c'est ça. C'était pour une animation ici. Voilà. Quelle avait été ton impression quand tu avais découvert les lieux ? J'avais été un peu impressionné, je pensais pas y venir travailler un jour, et j'avais été impressionné par la beauté des lieux, par l'auditorium qui est quand même une belle salle de 100 places qui était pleine à cette occasion.
Et j'avais trouvé ça chouette. Ouais. Voilà. Merci beaucoup Patrick, et nous allons accueillir tout de merci suite à vous. maintenant Sozik et Karine pour parler de l'action culturelle, de son évolution. Prenez place, cette magnifique cour. Bienvenue à vous deux sur cet épisode spécial de Canal Sagan pour les 10 ans de la médiathèque. Alors, est-ce que tout d'abord on peut faire un petit tour de présentation ? Vous nous dites qui vous êtes, quel était votre rôle à la médiathèque, quel est encore votre rôle à la médiathèque ? Bonjour, merci pour cette invitation. Donc moi je suis Soazic Cadio, j'ai rejoint la médiathèque Françoise Sagan 2 ans avant son ouverture en préfiguration et c'était mon tout premier poste en bibliothèque et j'y suis restée pendant 7 ans avant de rejoindre la BPI qui est la bibliothèque publique d'information dans le centre Pompidou qui est actuellement en déménagement, qui va réouvrir fin août, où je suis chargée de coopération nationale. Donc plus du tout d'action culturelle dans ce poste, mais voilà. Et toi, Karine ? Bonjour, je suis Karine Guillot et je travaille à la médiathèque Sagan. J'ai donc succédé à Soazic il y a presque 3 ans maintenant. Ce n'était pas mon premier poste. Moi, j'ai une longue carrière de bibliothécaire derrière moi, plutôt en banlieue parisienne. Et donc, par contre mon premier poste à Paris. Et je m'occupe actuellement de l'action culturelle et de la médiation numérique aussi, qui en fait partie, avec deux autres collègues, Clara et Cyrine. Alors pour revenir un peu au tout début, avant l'ouverture de la médiathèque, on se demandait comment est-ce qu'on construit l'action culturelle avant l'ouverture du lieu, avant qu'il y ait du public, comment est-ce que ça marche ? C'était une grande chance de pouvoir faire ça parce que ça n'arrive pas tous les jours dans une carrière de bibliothèque. Alors à l'époque, c'était pas tout à fait le même poste parce qu'il n'y avait pas la médiation numérique, c'était action culturelle, partenariat et communication, donc ça fonctionnait un peu différemment, je pense. Et ça, on a essayé de vraiment connaître le quartier où cette bibliothèque allait ouvrir avant d'écrire le projet culturel, donc connaître son histoire, les acteurs associatifs, les langues parlées, le tissu culturel du quartier pour pas juste faire quelque chose d'artificiel, quoi. Donc on a réfléchi à tout ça, on a aussi regardé ce qui se faisait dans plein d'autres bibliothèques qui nous intéressaient et puis on s'est interrogé sur les caractéristiques de ce qui ferait cette bibliothèque. Donc il y avait évidemment le fonds patrimonial jeunesse Heures Joyeuses, donc avec vraiment un axe jeunesse et illustration et aussi parce qu'il y avait une forte présence de la jeunesse dans le 10e arrondissement. On s'est interrogé aussi, on avait un axe assez fort sur les langues et la littérature parce que c'est un arrondissement où il y a beaucoup de langues parlées et ça c'est quelque chose dont on s'est rendu compte très vite en rencontrant beaucoup d'associations, beaucoup d'ateliers sociolinguistiques. Ça faisait partie des richesses du quartier aussi, ce multilinguisme, donc on a essayé aussi de s'interroger là-dessus. Et puis faire aussi avec l'équipe, ses personnalités et puis ce lieu qui était aussi incroyable, quoi, qu'on découvrait et qui laissait vraiment beaucoup de possibilités. Donc on a rédigé un projet culturel à partir de tout ça et puis aussi du réseau de la ville de Paris parce que c'est une bibliothèque qui fait partie d'un réseau, donc avec aussi des axes de programmation, etc. Donc voilà. Et toi, Karine, comment est-ce qu'on fait pour construire une action culturelle qui n'est pas déconnectée du quartier aussi ? Est-ce que tu connaissais le quartier avant ? Je ne connaissais pas intimement le quartier, j'y passais comme beaucoup de Parisiens régulièrement, mais on a la chance en fait d'avoir un quartier vraiment très très riche, d'une grande diversité et aussi de plein d'acteurs locaux qui sont très engagés dans leurs activités, notamment beaucoup d'associations. Et du coup, je ne connaissais pas le quartier, mais on est très vite imprégné en fait par le quartier et sa richesse. Et comment est-ce que vous arrivez à tisser ce lien avec le quartier, en sorte que la médiathèque il y a un vrai lien avec le quartier ?
Alors c'est un enjeu très, très important, c'est un travail de fourmi en fait, hein, c'est vraiment un travail de longue haleine. Après, comme c'est un très bel endroit qui on va dire, qui resplendit finalement, ça attire aussi beaucoup de monde, donc il y a beaucoup d'acteurs locaux ou plus éloignés qui viennent à nous tout naturellement en fait, spontanément. Mais après il y a les acteurs, mais il y a aussi les habitants et c'est vrai qu'il y a des liens qui sont beaucoup plus difficiles à travailler et qui demandent de la patience et de la confiance et voilà, il y a un travail quotidien finalement. Et alors, une fois que vous rédigez le projet culturel, comment est-ce que ça évolue un projet culturel ? C'est quelque chose de fixe ou c'est quelque chose qui évolue ? Comment vous avez vu l'évolution durant ces 10 années un petit peu de l'action ? Moi, ça fait déjà 5 ans que je suis partie, mais déjà pendant les 5 premières années que j'ai connues après l'ouverture, ça a évidemment évolué parce qu'on passe de la théorie au concret, quoi, au quotidien. Donc forcément, ça change chaque jour. Il n'y a pas une journée qui ressemble à une autre. On a reçu aussi beaucoup de propositions de l'extérieur. Comme Karine le disait, c'est un lieu qui est très beau et qui donne envie. Donc ça a donné aussi envie à beaucoup de gens de travailler avec nous. Donc on a reçu plein de propositions diverses et variées. Donc c'était aussi presque la difficulté de sélectionner pour pas trop se perdre dans cette grande variété de projets et de propositions, quoi. Oui, on peut pas tout accepter, quoi. Non. On peut pas tout lire, on peut pas tout accepter. Ouais, exactement. Il faut apprendre à dire non. Ouais. C'est très dur. Et surtout qu'on nous propose beaucoup de choses, mais parmi toutes ces choses, beaucoup de très très beaux projets. Et c'est difficile de faire la part des choses et de donner des priorités, de se définir des priorités. Ouais. D'où l'intérêt d'avoir ces axes un peu définis au départ et cette importance de l'ancrage donné au quartier. Par exemple, pas très longtemps après l'ouverture, on a été approché par donc Gilles Chétagnan qui travaillait au Brady, qui est un cinéma de quartier, et qui nous a proposé de faire un événement commun pour les 60 ans du cinéma. D'accord. Qui avait été un cinéma un peu phare du cinéma bis, qui a appartenu aussi à Jean-Pierre Mocky, qui avait vraiment toute une histoire assez incroyable. Il y a eu d'ailleurs un livre qui est sorti aux éditions Verticales sur l'histoire du Brady que je vous conseille, qui est vraiment bien. Et ça fait partie des propositions, des choses qu'on n'avait évidemment pas calculées dès le départ, mais c'est des rencontres et là ça a couché vraiment toutes les cases de ce qu'on avait envie de faire, quoi. Donc ça a donné une super expo en 2016 je crois sur l'histoire de cinéma et du quartier un peu aussi autour, quoi. Incroyable. Est-ce que vous avez d'autres exemples de propositions comme ça qui peuvent émerger du quartier ? Donc là, c'est le Brady qui vous a proposé, c'est ça ? Oui, okay. Tout à fait. À chaque fois, ça repose quand même sur une personne qui a une idée et qui veut porter quelque chose, et puis une rencontre aussi avec nous qui se fait, quoi, ou qui se fait pas toujours d'ailleurs. Mais je peux penser aussi au projet des Pérecophiles, qui est un collectif de brodeuses qui brodent l'œuvre de Pérec, l'œuvre à contrainte de Pérec. Enfin, il faut le voir parce que c'est difficile à décrire, ça a l'air très abstrait quand on le voit, et en fait tout est pensé. Enfin, voilà, c'est rendre physique le texte, quoi. Et donc elles aussi, elles étaient dans le 10e, elles sont venues avec ce projet. Je sais pas, il s'est passé quelque chose aussi, et donc on a fait une exposition, et à partir de là, on nous a proposé de faire une lecture en intégralité de La vie mode d'emploi avec 99 lecteurs. Donc ça, c'était un projet de Marc Roger, mais qui vient se greffer à l'exposition. Enfin, à chaque fois, c'est un peu des concours de circonstances, mais il y a quelque chose qui est un peu magique qui souvent advient, quoi. C'est incroyable. Oui, on a la chance aussi d'être dans un quartier où il y a beaucoup d'artistes qui vivent, et dans un autre genre, quelque chose de plus ponctuel et peut-être de plus modeste, mais qui nous a fait vraiment, qui a été un moment fort et qui nous a beaucoup émus. C'est le groupe Astéréotypie, qui a été l'objet d'un film documentaire il y a quelques mois. On a projeté ce film documentaire, et il se trouve que une des chanteuses du groupe, Claire Ottaway, est lectrice à la bibliothèque, une lectrice très
très assidue que l'on. Une habituée. Voilà, une habituée qui fréquente vraiment assidûment la bibliothèque. Et du coup, voilà, elle est venue, on lui a proposé de venir présenter le film et elle a accepté. Elle était dans ses petits souliers, mais elle a accepté. C'était un chouette moment. C'est incroyable. Et est-ce que vous vous souvenez du premier moment où vous avez vu la médiathèque, de votre entretien peut-être pour avoir le job? Est-ce que vous vous souvenez de ce moment-là? Moi, mon entretien, c'était Porte de la Chapelle, donc parce que la bibliothèque n'existait pas encore. Et donc la première fois que je l'ai vue, ça devait être avec une visite de chantier avec des collègues, alors qu'il n'y avait rien du tout. Enfin, il y avait juste des grands plateaux. Je me souviens d'une photo, on avait tous un petit casque de chantier. Et le jardin ressemblait pas du tout à ça. Enfin, on avait du mal à... Ouais, il y avait encore des tilleuls à l'époque. Et on avait du mal à se projeter. Mais voilà, c'est ma première visite. Est-ce que tu as eu ton mot à dire sur le chantier, sur quelques choix C'était quand même assez collaboratif avec les architectes qui ont beaucoup travaillé avec l'équipe de la bibliothèque pour faire vraiment pas juste un geste architectural mais quelque chose qui soit vraiment une médiathèque et sur le choix du mobilier, etc. C'était quelque chose d'assez collectif. Ouais. On y reviendra tout ça en troisième partie également. Et toi, Karine, est-ce que tu te souviens de la... Un petit souvenir? Oui. Oui, alors comme Patrick, moi j'étais venue avant de travailler ici, puisque je crois que c'était pour une journée professionnelle. En tout cas, la médiathèque organisait des conférences ou des journées professionnelles de temps en temps, donc j'étais venue à cette occasion. Mais quand je suis venue pour mon entretien d'embauche, je trouve ce lieu magnifique, mais j'avoue que j'ai été un peu... la médiathèque était vide car elle était fermée et j'ai trouvé qu'il y avait quand même beaucoup de... C'était un peu froid en fait, qu'il y avait beaucoup C'est-à-dire il n'y a que du blanc partout. Les livres étaient extrêmement bien rangés ce jour-là, donc voilà. Et je venais d'une bibliothèque avec du bois partout, du orange, du rouge et du vert. Et voilà, du coup, je me suis dit, mais où sont les plantes ? Où sont les couleurs? Voilà, et j'ai vite vu qu'il y avait aussi à d'autres heures de la vie, avec des livres par terre et des gens partout. Alors oui, il y a une question un peu qui a émergé. Je me demandais, toi, Sosie, qu'est-ce que tu as apporté à la BPI comme pratique, un peu comme valeur de Sagan, de la médiathèque François Sagan, la marque de fabrique un petit peu plein de choses, je pense. Ça m'apporte beaucoup dans mon poste actuel parce que en fait, la BPI est très différente. C'est pas du tout le même public. Il n'y a pas d'enfants, il n'y a pas de bibliothèque jeunesse en fait. Et alors normalement, il y en aura une à la réouverture de la BPI en 2030, donc c'est une bonne nouvelle. Mais sinon, c'est un public qui n'a rien à voir. Mais moi, dans mon poste, donc je suis à la coopération, donc on travaille avec plein d'autres bibliothèques. Et le fait d'avoir travaillé dans cette bibliothèque avant, du coup, je comprends le quotidien d'une bibliothèque publique, oui. Une bibliothèque municipale avec tous les types de publics, avec du plus jeune âge au plus ancien, et une bibliothèque qui vit avec beaucoup d'activités, beaucoup de polyvalence aussi. Je pense que c'est peut-être ça que je retiens et que je pense que je garderai un peu dans tous mes postes plus tard, cette polyvalence, quoi. Parce que j'avais l'impression que l'action culturelle forte, c'était vraiment l'ADN ici, une marque de fabrique, quoi, d'avoir une action culturelle forte dans la médiathèque, quoi. Par rapport à... c'est vrai que ça fait vraiment partie du projet. Il y a d'autres bibliothèques, toutes les bibliothèques font de l'action culturelle, mais c'est vrai qu'ici c'était vraiment c'était un peu une marque de fabrique. Et puis aussi parce qu'on a les espaces on a quand même une salle d'exposition, un auditorium, on a quand même la chance d'avoir des espaces dédiés à ça, ce qui n'est pas le cas de toutes les bibliothèques, donc ouais. Oui, l'action culturelle, c'est vraiment ce qui permet de faire le lien entre les œuvres, les artistes, le public. Et donc, non seulement on a l'infrastructure, mais on a aussi le souhait de porter cette médiation en fait, sur le devant de la scène et pas dans l'arrière-cour.
dernière question que j'aurais à vous poser, pour revenir sur la salle d'exposition, est-ce qu'il y a des expositions, certaines expositions qui vous ont particulièrement marqué durant votre passage ici? Moi, je peux parler d'un projet qui m'a tenu particulièrement à cœur. C'était une exposition sur les liens entre texte et textile. Vous parliez tout à l'heure de tisser du lien, etc. C'est quelque chose qu'on a un peu, on a un peu filé cette métaphore. D'ailleurs, il y a une superbe expo d'Anaïs Beaulieu aujourd'hui qui était présente aussi dans cette exposition. Ça s'appelait Laisse pas traîner ton fil et c'était vraiment, toutes sortes d'objets artistiques textiles, du plus modeste au plus spectaculaire, des petits abécédaires brodés au 19e siècle à des œuvres contemporaines, Ulysse et Pénélope entièrement brodées, vraiment un spectre assez large d'œuvres mêlant intimement le texte et le textile, et on avait réussi à faire vivre vraiment cette exposition dans tous les espaces et avec tous les publics, et on avait eu beaucoup de retours même dans la salle d'exposition. Ça a suscité beaucoup de commentaires des visiteurs dont beaucoup avaient une expérience, une anecdote à raconter sur leur grand-mère qui était tisseuse, ou leur grand-père qui faisait des paniers. On a du coup récolté un peu ces témoignages. On avait fait un petit podcast à l'époque aussi, et voilà, moi c'est le souvenir d'expo que je retiens. Bien. Je crois que ça a déjà fait l'objet d'un épisode, mais on a fêté cette année les 100 ans de l'Heure Joyeuse, et ça a donné lieu en début d'année là une très belle exposition, et qui pour moi avait je pense pour nous bibliothécaires avait un sens particulier, puisque c'était l'histoire de la création d'une bibliothèque, mais aussi de quelques bibliothécaires pionnières qui avaient une vision de l'enfance et de la culture particulièrement moderne, et voilà, et donc ça nous a fait du bien de se rappeler que déjà en 1924 c'est une profession qui portait des valeurs et auxquelles on essaye d'être fidèle. Merci beaucoup d'avoir pris le temps avec nous. Merci à vous. Merci.